Par exemple, pourquoi voit-on toujours les mêmes experts, entre guillemets, sur les plateaux de télévision ? Alors là, il y a une réponse assez simple. Pourquoi on voit toujours les mêmes experts à la télévision ? C'est parce qu'ils répondent quand on les appelle. L'idéal des intellectuels, c'est qu'ils ont le temps. Bon, ils ont le temps, Platon le disait déjà, la scolée, ça veut dire à la fois le loisir et l'école. Bon, alors ce sont des hommes d'école qui peuvent prendre le temps de réfléchir, d'interroger, de réfléchir sur eux-mêmes, sur les autres, etc. Et de ce fait, ils peuvent rendre explicites des choses implicites. Béguin-Tello, de la place pour les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes Bienvenue pour ce nouvel épisode de Béguin-Tello, le podcast qui donne de la place aux jeunes cerveaux. Des experts, on en entend à longueur de journée, sur les plateaux télé, à la radio et dans la presse écrite. Ce sont bien souvent toujours les mêmes, des hommes blancs habitant à Paris et d'un certain âge, qui ont une place énorme dans le paysage médiatique, pour s'exprimer sur des sujets divers dont ils sont soi-disant les plus légitimes à diffuser leurs opinions et idées. À côté de cela, dans l'ombre, la jeune génération n'a jamais fait autant d'études et de formations universitaires. Malgré les conditions de plus en plus précaires pour les personnes qui se consacrent à la recherche en France, ces étudiantes et étudiants se dévouent bien souvent à une discipline précise, qu'ils étudient en profondeur, avec un esprit critique affûté, une analyse contemporaine fondée sur de nombreuses lectures et des terrains concrets d'exploration. Bien souvent, une fois leurs études terminées, ces recherches restent à disposition dans des revues spécialisées et jamais, au grand jamais, ils et elles ne seront contactés pour en parler au plus grand nombre. C'est le contre-pied que je souhaite prendre avec cette émission. Je voudrais les autoriser à dire, en leur laissant un espace d'expression, car ils et elles sont bel et bien experts de leur domaine et surtout représentent le futur de notre société. Pour ce deuxième épisode, mon invité est Nicolas Fesneau. Il a soutenu sa thèse d'anthropologie en mars 2020 à l'université Lyon 2. Son sujet s'intitule « Les trajectoires prémaritales de grands dragueurs dakarois, multipartenariat, homosociabilité et construction des masculinités ». Ce travail a été possible après un terrain de 15 mois et 4 séjours différents à Dakar, entre 2013 et 2016, durant lesquels il a pu interroger 30 hommes sénégalais issus de 5 quartiers différents. Dans la discussion que vous allez entendre ensuite, il sera donc question de drague, de relations amoureuses, de mariage, de sexualité et d'argent. On boira beaucoup de thé en compagnie de tous ces hommes dakarois qui peuplent sa thèse, et peut-être arriverons-nous à réfléchir sur nos propres constructions. Ce qui m'a plu dans sa recherche, c'est son positionnement fin et subtil. C'est un homme de nationalité française qui interroge les relations amoureuses d'autres hommes, à Dakar, qui ont une culture différente de la sienne. À ce propos, il fait très attention à sa position d'enquêteur et éloigne les présupposés subjectifs ou les écueils d'ethnocentrisme. J'ai aussi trouvé intéressant qu'un homme réfléchisse sur la conception des relations amoureuses d'autres hommes. Vous pourrez déceler, je pense, un éclairage assez féministe dans son analyse, qui pourrait encourager d'autres personnes de sexe masculin à s'emparer de ce sujet qui, il me semble, implique tous les humains. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté de passer au micro de Béguin Télo pour le 2e épisode de l'émission à retrouver sur radiobéguin.com. Tu as passé un certain temps au Sénégal et plus particulièrement à Dakar, la capitale du pays, pour étudier les histoires relationnelles, sentimentales et sexuelles des jeunes hommes dakarois non mariés. Il me semble que la plupart de tes analyses sont issues de moments privilégiés avec des hommes de ton âge lorsqu'ils buvaient le thé, ce qui a l'air d'être une pratique plutôt quotidienne là-bas. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le sujet de ta thèse et qu'est-ce que le thé vient faire là-dedans ? Qu'est-ce que le thé vient faire là-dedans ? Les moments récréatifs en fait se passent de manière en général non mixte. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, même s'il y a des moments où bien sûr les gens se côtoient. Et du coup, la plupart des soirées auxquelles j'ai pu assister se déroulent entre hommes, donc on attendait de moi que je sois avec des hommes. Et du coup, c'est des moments de sociabilité un peu privilégiés entre hommes, où ils vont boire le thé, c'est un peu un prétexte pour rester, on va faire 3 thés, ça dure un bout de temps, parce que le thé va bouillir pendant longtemps. Etc. Et du coup, c'est un espace privilégié pour les hommes pour discuter tout un tas de sujets. Donc ça parle de politique, ça parle de football, et ça parle énormément de femmes, des relations amoureuses qu'ils entretiennent avec des femmes. Du coup, pour moi, ça a été un petit peu le cadre principal, on va dire un peu formel quand même, des analyses et des données que j'ai pu recueillir là-bas. Je savais pas exactement ce que je voulais montrer au départ, en tout cas je savais que pendant ces moments de sociabilité, leur attention était focalisée sur les femmes à plein de niveaux. J'entendais plein d'histoires sur ce qu'ils avaient vécu, sur des choses qu'avaient vécu d'autres hommes, et du coup ça me semblait être quand même une source de préoccupation très importante dans la vie de ces jeunes hommes. J'avais envie d'en parler parce que j'avais tout un tas d'informations qui me parvenaient, et parce qu'à mon avis, ça ouvrait à des questionnements qui étaient beaucoup plus larges, notamment en ce qui concerne la place occupée par ces hommes dans leur société, et peut-être le fait qu'ils essaient de se mettre en avant à travers leur capacité de séduction et le nombre de partenaires qu'ils arrivent à conquérir, et aussi, bien sûr, le fait de réussir à faire perdurer ces relations dans un temps un peu long, quoi. Toi, t'es anthropologue, du coup ? Oui. Pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas forcément ce que c'est vraiment l'anthropologie, quel a été ton prisme pendant ta thèse via l'anthropologie, justement ? Je pense qu'un de mes prismes a été d'essayer de les comprendre avant de les juger, d'une manière non ethnocentrée, c'est-à-dire en faisant attention aux points de vue de supériorité qui peuvent émaner des personnes qui proviennent d'Occident. Et du coup, j'ai essayé de porter attention à ces moments, à cette étape de vie à laquelle je me suis intéressé, en essayant vraiment pas forcément de me mettre à leur place, mais en essayant d'être le plus près possible de leurs préoccupations. Donc on va s'intéresser à une catégorie d'hommes d'un certain âge, je sais pas quel âge tu pourrais cibler, tu disais plutôt moins de 30 ans ? Les plus jeunes étaient encore ce qu'on pourrait appeler adolescents, on va dire 16 ans, et les plus vieux, au démarrage de mon enquête, devaient avoir 32-33 ans. Et tu expliques donc dans ta thèse que le mariage au Sénégal, c'est une étape incontournable dans le processus de la vie d'un ou d'une adulte, notamment que le statut de l'individu est marqué par sa position matrimoniale, que c'est considéré vraiment comme un accomplissement de se marier. Ouais. Ça signifie plein de choses, on va en parler tout au long de cette émission. Cependant, tu dis aussi que le mariage est désiré autant qu'il oblige, parce que ça suppose que les hommes assurent un rôle économique fort et prennent en charge les frais du foyer. J'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont tu alliais finances et relations amoureuses dans ton analyse. Et ça permet de comprendre aussi comment les contraintes économiques du pays arrivent jusque dans les relations intimes des gens. Effectivement, donc le rôle du mari, il est clair, c'est d'entretenir financièrement sa famille, son épouse et les enfants qui vont venir de cette union, plus tout un tas d'autres personnes, notamment des cadets, qui vont se référer à l'aîné pour des questions de solidarité, etc. Donc ça, c'est fixé par des codes religieux, c'est fixé par des codes, on va dire, plutôt traditionnels, je mets des guillemets sur la tradition, et c'est fixé par le code de la famille sénégalais. Du coup, ça donne une situation où, en cas de non-entretien de l'épouse de la part du mari, elle a le droit légitimement de demander le divorce. Et la plupart des divorces sont demandés pour cette cause. C'est vraiment un point central, on va dire, de la relation entre époux et épouse. Il n'y a pas que ça. Là, je fais l'impasse sur les relations, sur l'affection, sur les relations amoureuses, sur tout un tas de choses. Mais la sphère économique est vraiment centrale dans les relations amoureuses. Pour ce faire, en fait, il est de bon augure qu'un homme, avant le mariage, montre à sa future prétendante qu'il sera généreux. Donc du coup, ça passe par le fait de faire des cadeaux monétaires, des cadeaux matériels. C'est comme ça, théoriquement, qu'une femme
peut se rendre compte qu'elle pourra épouser un bon parti. Donc les hommes qui sont plutôt généreux auront tendance à être un petit peu privilégiés dans les choix conjugaux qui vont être faits, et les hommes un peu désargentés auront moins de facilité pour accéder à l'étape du mariage, qui est donc, comme je le dis, une obligation sociale. Le statut d'homme accompli ne peut être atteint que lorsque un homme est marié et accède ultérieurement à la paternité. C'est la même chose pour les femmes. Tu dis quelque chose qui est intéressant, même sur le Sénégal en général, c'est que l'argent manque toujours. Il est fugitif, rapidement remis en circulation. Ça a un impact évidemment aussi sur les relations amoureuses. Et probablement, à cause de ces obligations monétaires, les pratiques masculines des personnes que tu as interrogées sont portées vers le multipartenariat. Quels sont les enjeux pour eux d'avoir un certain nombre de conquêtes avant de se marier ? Alors ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. C'était donc un des enjeux fondamentaux de ma recherche, bien sûr. J'ai quelques hypothèses au final. L'une d'entre elles, c'est que je pense que les hommes ont une injonction à avoir plusieurs petites amies avant le mariage. Et je pense que ça permet de prouver son hétérosexualité aux yeux de tous. Alors il y a des preuves plus formelles que d'autres, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça agit comme un processus de démonstration du fait que leur désir n'est pas problématique. Puisque on est dans une société qui est vraiment très très homophobe, il leur importe du coup de tout faire pour ne pas subir les stigmates qui peuvent être accolés à des personnes qu'on va qualifier d'homosexuels, d'hommes-femmes, tel qu'on le dit en Wolof, gorgigen, de tapette, tous les stigmates un peu durs qui peuvent être émis contre des personnes dont on doute de l'orientation sexuelle. Je pense aussi qu'il y a un autre aspect, c'est celui de ce qu'on appelle en Wolof le teki. Le teki, c'est la reconnaissance par le groupe de pairs. Père toujours PAIR. C'est une reconnaissance sociale en fait qui est très importante entre personnes du même âge. Et entre hommes, ça passe par ça. Ça passe par certains symboles virils, entre guillemets, donc des capacités sportives par exemple, mais aussi donc des capacités en termes de sexualité qui passent nécessairement par le fait d'être en relation avec des femmes d'une manière ou d'une autre. Et pour eux, ça se concrétise donc par des formes qu'on appelle du multipartenariat, on pourrait appeler ça aussi du pluripartenariat, peu importe. Le tout étant de dire que en fait, ils ont des relations clandestines avec différentes femmes avant le mariage. Et tu dis clandestine, c'est important parce que tu expliques bien aussi dans ta thèse que c'est très répandu pour les hommes avant le mariage d'avoir plein de relations amoureuses et ou sexuelles avec des femmes, mais que ce n'est jamais assumé. C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, on sent qu'il y a une obligation d'avoir plein de relations différentes et en même temps de pas en parler à ceux qui pourraient juger ces relations. Alors, on en parle à demi-mot, il y a des choses qui se montrent, il y a des choses qui se montrent pas, il y a quand même énormément de pudeur dans les relations entre les cadets et les aînés, donc on va jamais aborder de sujets sexuels, donc les choses vont être suggérées. On peut pas tout dire à la famille, on peut pas tout dire aux aînés. Du coup, lorsque des aînés vont voir plusieurs filles venir avec un homme, ils vont plutôt avoir tendance à penser que lui, il pose pas de problème, voit qu'il agit d'une manière qui laisse à penser que il aime les femmes, donc on est rassuré à ce niveau-là. Lorsqu'ils sont jeunes, plus jeunes que 30 ans, ça va. Plus ça avance dans le temps, plus il faut tempérer dans ce qu'on montre. Parce qu'on risque d'être considéré comme un homme qui aime trop les femmes. Du coup, on n'est pas dans la retenue. Dans les critères associés à la masculinité, il y a quand même l'idée de pouvoir se maîtriser. Et donc, lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser ses appétits sexuels, ça pose problème en termes d'épousabilité. Un homme qui aime trop les femmes, en gros, il y a peu de chances qu'il arrive à rester fidèle avec son épouse, donc du coup, c'est pas bon signe. Donc en fait, c'est considéré, je pense, comme une sphère d'expérimentation qui est permise pendant un temps, les premiers temps de la jeunesse. Petit à petit, en fait, il faut arriver à se restreindre ou alors il faut arriver à contrôler encore plus ce qu'on montre. En tout cas, c'est clandestin aussi parce qu'il ne faut pas que les petites amies soient au courant. Donc du coup, on va essayer de laisser ça dans la confession du groupe de pairs. Il y a énormément de confiance. L'intimité repose aussi sur la confiance. Voilà, ces relations amicales font office aussi de cercle dans lesquels on peut demander des conseils. On peut dire ce qu'on a vécu, faire part des difficultés. Et c'est aussi des sphères où on se vante énormément auprès des amis, quoi. Parce que c'est le seul endroit où on peut se le permettre aussi. Ce qui est marrant aussi dans ta thèse, c'est que tu étudies des hiérarchies. Donc on voit que tout est hyper normé en fait dans cette société à Dakar. Il y a des hiérarchies même au niveau des petites amies. Tu parles de degrés d'affection, donc il va y avoir la préférée, l'amoureuse, les autres copines. Alors ces catégories-là, je les ai mobilisées pour permettre de rendre tout ça intelligible. Il y a 2-3 hommes qui parlent de la préférée, mais pas tous. Donc en fait, c'est des catégories conceptuelles qui servent à la recherche. Mais oui, en gros, on retrouve cette grille hiérarchique. On va avoir les femmes, les petites amies avec lesquelles ils veulent seulement avoir des relations sexuelles. Ils disent ne pas éprouver de sentiments pour elles, même si des fois il y a de la complicité, qui peuvent se marier, etc. Puis il va y avoir les filles qu'ils aiment,
et qui vont avoir tendance à avoir moins de rapports sexuels, passer plus de temps, plus de confidence au téléphone, etc. Et en général, il y a toujours une personne qui sort du lot, qui vont appeler la préférée. Il y en a un qui l'appelait la mère de toutes. Bon, il y a différentes expressions qui ne sont pas normées, au final, c'est selon tout un chacun. Et en général, la préférée, c'est celle qu'on entend bien épouser à terme, parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver à trouver une fille au-delà de tout soupçon qu'on peut épouser, quoi. Et donc cette personne-là, la préférée, c'est celle à qui on va donner le plus d'investissement économique aussi. Toute la problématique du transport à Dakar, donc par exemple raccompagner une fille chez elle, le top du top c'est le taxi individuel, le bas de la hiérarchie ce sera de lui payer un ticket de bus avec plein de monde dedans. Encore une fois que les relations sentimentales et la hiérarchie qui est faite est aussi une hiérarchie monétaire. Ouais, alors je reviens rapidement sur le monétaire parce que c'est vraiment central, et aussi parce que j'ai sélectionné, ça s'est pas fait sous la forme d'une sélection, mais au final j'ai travaillé avec des hommes qui étaient vraiment désargentés, qui proviennent de milieux populaires, qui peuvent pas être trop aidés par la famille. Et donc, en travaillant avec des personnes qui ne peuvent concrètement pas faire des cadeaux, ou très très peu, soit parce que ça veut pas dire qu'ils ont pas d'argent, mais ils réservent cet argent à d'autres fonctions, quoi. Aider la famille, il y a aussi une obligation de solidarité familiale. La plupart de ces hommes ont tendance à ne pas vouloir faire de cadeaux monétaires à leurs petites amies. Donc, ils vont passer par d'autres registres. Le but du jeu, ça va être de remplacer ces dépenses économiques par des dépenses en termes d'investissement temporel, par exemple. Ça va se concrétiser par le fait de passer énormément de temps au téléphone avec elle tous les soirs, des heures. Ils se servent de ça pour justifier le fait, non, je n'ai pas d'argent, mais je te montre à quel point je t'aime, parce que je te fais des confidences, parce que tous les matins, je te sors un poème par texto, ce genre de choses. Par contre, il y a certaines dépenses qui sont obligatoirement à la charge des hommes, et notamment les transports. Notamment les transports, parce que étant donné que les hommes ont plusieurs petites amies, ils ne vont pas les inciter à venir chez eux. Ils vont tout faire pour qu'elles ne viennent pas à l'improviste. Ça pourrait les mettre mal si jamais ils sont avec une autre, etc. etc. Donc c'est eux qui font les déplacements. Sauf à certaines occasions, donc ça a quand même un coût d'aller voir en transport tout un réseau de petites amies. Mais de temps en temps, ce sont elles qui viennent les voir, ou alors ils se rejoignent à un même endroit pour une cérémonie. Et dans ces cas-là, oui, c'est à l'homme de payer les frais du transport. Donc effectivement, payer le taxi individuel, c'est la meilleure solution pour eux parce qu'ils montrent à quel point ils peuvent être galants, etc., etc. On est quand même sur des règles de galanterie romantique inspirées de ce qui se passe en Occident. Mais de l'autre côté, c'est vrai que souvent ils peuvent pas se permettre de payer le taxi à quelqu'un. Donc en fait, ils vont préférer tout un tas de types de transports. Il y a des taxis clandestins, il y a ce qu'on appelle des cars rapides, c'est un euphémisme parce que c'est les cars les plus lents de Dakar. Et ils vont passer par d'autres moyens pour quand même payer le transport en essayant de limiter la dépense. Et même eux, par rapport à l'usage qu'ils font du taxi, pour montrer, parce que de temps en temps, ils essaient de montrer qu'ils ont quand même un petit peu d'argent, parce que du coup, aucune femme a envie d'épouser un homme qui a absolument pas d'argent. Donc ils vont faire semblant de prendre le taxi, juste pour la fin du trajet, pour arriver devant chez elle en taxi, alors qu'ils ont fait que 200 mètres en taxi. Donc ça se négocie avec le taximan, c'est tout un jeu, etc. Et c'est assez drôle aussi. Ouais, il y a toute une stratégie mise en œuvre. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareille, tout le monde veut s'en emparer, sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré, sans savoir qu'elle les mène en bateau. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient « méfie-toi de cette fille-là ». Les femmes la haïssaient, d'autres la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile, ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples, qui devenaient vite indécis, tremblants, comme les feuilles. Extrait de Bella, Maître Gims, 2013, album Subliminal. Et donc je me demandais, on a beaucoup parlé des hommes, c'est normal, c'est ton sujet et c'est ton terrain surtout de thèse, et les femmes dans tout ça? Les femmes, elles sont pas dupes, Déjà, c'est la première chose que j'ai envie de dire, Je veux dire, elles sont pas naïves, elles se font pas avoir par des hommes tout le temps, des hommes qui leur mentent, etc., etc. Donc, elles demandent des preuves aux hommes de leur fidélité et que les hommes vont utiliser des mensonges. Donc, des deux côtés, en fait, il va y avoir tout un tas de rhétorique pour essayer de prouver de la part des hommes qui sont fidèles,
de prouver de la part des femmes qu'elles ne sont pas trop gourmandes en termes économiques, parce que, encore une fois, il y a aucun homme qui veut épouser une femme trop dépensière. Ça a été plus compliqué pour moi d'aborder ces sujets-là avec des femmes. C'est évident, hein. Je suis un homme qui travaille sur ces questions. Je connais les hommes, elles le savent. Donc souvent, quand elles vont me parler, mais pas de leur lieu. Pas en disant « il m'est arrivé ça ». Elles vont parler d'une copine, à elle, etc. Peut-être même des fois, elles font référence à ce qui s'est passé dans leur vie. Ça, je peux pas le vérifier, même si des fois, je m'en doute. Et elles vont aussi évoquer tout un tas de registres un petit peu normatifs, des grandes idées. Oui, au Sénégal, ça se passe comme ça, les hommes sont comme ça. Après, ce qui a été intéressant dans ma trajectoire de recherche, c'est que à un certain moment, j'ai réussi à prendre du temps pour aller les voir individuellement, en tout cas les petites amies des hommes avec lesquels j'ai travaillé, que je connaissais le plus. Et cette visite-là dans leur famille m'a, d'une certaine manière, ouvert des portes. Parce que ça montrait déjà que j'étais pas seulement le copain des hommes, mais aussi que je faisais des gestes par rapport à elles. Et donc elles ont pu s'ouvrir un peu plus à moi. Ça reste que très pudique, très discret dans ce qui est dit. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, parce que les femmes dans tout ça, il faut aussi que je parle du fait qu'elles ont aussi, il y a un certain nombre de femmes qui ont aussi plusieurs copains avant le mariage, que ça leur permet aussi de sélectionner le futur meilleur parti. Donc en fait, on est vraiment dans un climat de suspicion constant. On manque de confiance. C'est pour ça que les preuves de l'attachement, que ça passe par les dépenses temporelles, le fait de passer du temps au téléphone, ça passe par des dépenses économiques, ça passe par le fait d'être attentionné vis-à-vis de l'autre. Toutes ces dépenses-là sont hyper importantes, vraiment, dans ce cadre-là. Oui, donc tu dis aussi que, évidemment, même si c'était pas forcément ton sujet ou en tout cas ton terrain, les femmes sont aussi actrices de leurs relations. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que les relations hommes-femmes semblent donc biaisées en fait avant le mariage. Il y a comme des stratégies de séduction qui sont très précises, qui apportent une forme de méfiance, tu l'as dit, dans les relations affectives entre hommes et femmes. Comment ils se modélisent, comment on voit ce climat de méfiance généralisé dans la société dakaroise? Un truc qui m'a paru le plus évident, c'est que les hommes mariés ne disent pas à leurs femmes combien ils gagnent. Il faut surtout pas qu'elles tombent sur un récipient de compte en banque, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, à mon avis, c'est une modélisation assez concrète de ce climat-là, un peu de suspicion. Le fait que les hommes aient plusieurs téléphones portables aussi. Plusieurs téléphones portables pour ne pas qu'un texto malencontreux soit trouvé sur un portable alors qu'il est en relation avec une autre de ses petites amies. Ça se modélise à plein de niveaux. Ça se modélise, on le voit dans les séries télévisées qui parlent de ces conflits-là conjugaux. Dans les discussions constantes qu'il peut y avoir, mais quel que soit l'âge des personnes. Ah, les hommes sont comme ça, ah, les femmes sont comme ça. On est vraiment sur une pensée du genre qui est très différentialiste, quoi. C'est vraiment très très prégnant, quoi. Passé un certain temps, c'était vraiment une évidence, quoi. Les discussions dans la rue, les techniques de drague, tout ça, ça permet de comprendre un petit peu ce climat-là où ça manque de confiance au final. Et même une fois marié, en fait, il y a quand même énormément, donc il y a des couples où ça se passe très très bien, hein. Donc là je parle juste de petites tendances que j'ai pu observer, mais même une fois marié, en fait, avoir complètement confiance en sa femme ou son mari, c'est quelque chose de compliqué, notamment par rapport aux sorties. Quand il y en a, les hommes investissent plus l'extérieur que les femmes, hein. Ça c'est quelque chose d'assez classique dans le monde. Voilà, quand un homme va rentrer, il est censé avoir passé la soirée avec des amis, il va être interrogé. Lorsqu'une épouse va sortir, c'est pareil, on va lui demander où elle était, etc. On va vérifier peut-être même où elle était, avec qui. Donc à tous les niveaux, en fait, j'arrive à le comprendre, quoi. Ce qui est drôle, c'est que tu dis aussi dans ta thèse qu'il y a une culture, moi je connaissais pas du tout, mais hyper romantique au Sénégal, qui est hyper importante. L'amour, tu dis, il y a une place de choix. Il y a des contes, des épopées, des chansons, des séries, et vraiment on prône l'amour héroïque. Et à côté de ça, donc tu parles de cette suspicion, principalement d'infidélité. Finalement, c'est ça dont les hommes et les femmes ont le plus peur, qui est aussi le principal facteur de la fin d'une relation. Eh ben oui, l'amour c'est un idéal, hein. Bien sûr c'est un idéal qui est partagé par les Sénégalais et les Sénégalaises. Les plus grands chanteurs ont chanté l'amour. Il y a des épopées ethniques qui racontent l'amour. Donc oui, l'amour est très très présent. Il s'inspire de codes locaux, il s'inspire de codes bollywoodiens ramenés grâce aux séries télé. Il s'inspire de codes occidentaux ramenés par Titanic, le Peplum 3, tout un tas de films qui les ont fait vibrer. Donc l'amour est très présent, mais c'est un idéal.
c'est vraiment un idéal. L'idéal amoureux, il est très très présent, tout le monde en rêve, mais dans les faits, ça se passe rarement comme on l'espérait, mais j'imagine que c'est un peu le cas en Occident aussi. Ce que j'ai pu apercevoir aussi, c'est que même si cet idéal est là, c'est pas pour autant qu'ils vont, c'est les hommes avec lesquels j'ai travaillé, épouser la femme qu'ils aiment le plus, qu'ils disent le plus aimer. Et c'est la même chose pour les femmes. Souvent, en fait, le parti qu'on va épouser, c'est quelqu'un vers qui on aura peut-être un peu plus confiance que les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui revient très, très souvent dans la voix des hommes, c'est que on veut pas d'une épouse qui pose problème. Donc, même si on l'aime beaucoup, si elle pose trop de problèmes, si on n'arrive pas à la retenir, à la contraindre d'une certaine manière, et ben du coup, on n'aura pas tendance à se diriger vers elle pour un mariage. J'avais envie de faire un petit point sur la sexualité aussi, qui reste une donnée hyper importante de ta recherche. Comment ça se passe, la sexualité avant le mariage ? On voit qu'il y a une importance des expérimentations sexuelles qui sont comme un préalable pour appartenir à un groupe d'hommes virils. Dans une société, on l'a pas beaucoup dit, mais qui est très emprunt à la religion, comment les hommes ont des initiations sexuelles et quelles sont leurs diverses stratégies pour arriver à avoir des relations sexuelles malgré ce tabou religieux ? Alors ces stratégies, elles sont pas toujours très jolies, hein. Ça passe aussi par des belles paroles, du mensonge et des formes de pression sexuelle. Quand je parle de relations sexuelles, j'en parle dans un sens très très large. Le mot est pas très joli, mais je distingue les relations pénétratives des autres types de relations sexuelles. Donc il peut y avoir des relations sexuelles juste avec des formes de toucher, de caresses, etc., etc. C'est pas forcément des relations pénétratives. Après, ce qui se passe aussi, c'est que dans les milieux populaires que j'ai étudiés, les espaces communs sont relativement petits. Et ça reste des espaces qui sont familiaux. Donc déjà, il y a très très peu d'espace pour expérimenter. Donc pour ça, il faut des formes de complicité. Il faut qu'il y ait un copain qui garde la porte pendant qu'il se passe un truc très très rapide, donc c'est toujours très fugace. Et ça va jamais être des relations sexuelles qui vont durer, ou alors des relations tout court qui vont durer le temps d'une nuit. C'est vraiment très rapide. Les données auxquelles je me réfère, c'est seulement lié à ce qu'on m'a dit. Donc je peux absolument pas vérifier ces choses-là. Bien sûr, j'accorde de la confiance aux personnes qui m'ont parlé, et même si je sais que des fois il y a de la vantardise, hein, bien sûr, dans des récits sexuels d'hommes hétérosexuels qui parlent de leur conquête féminine, il faut forcément prendre en compte qu'il y a de la vantardise. Mais au-delà de ça, en fait, les hommes racontent entre eux, parce qu'ils ont intérêt à se vanter, ils racontent ce qu'ils ont fait avec une telle à tel moment, et tout ça, ça va faire un espèce de petit catalogue de leur passif sexuel. Donc oui, je parle énormément d'expérimentation, parce que il y a peu d'espace vraiment pour concrétiser ces relations-là. Donc il y a des relations pénétratives de temps en temps, elles arrivent beaucoup moins souvent que ce que leur discours laisse à entendre. Ils parlent énormément de sexualité et au final, il se passe pas énormément de choses pour eux. C'est pas un jugement de valeur du tout, hein. C'est juste qu'en termes temporels, ces moments-là, ils sont rares. C'est pour ça qu'ils sont recherchés aussi, parce qu'ils sont d'autant plus rares et ça permet de fonder une réputation masculine, hein, viriliste, hétérosexuelle. Après, sur les stratégies mobilisées par les hommes, je pense qu'il faut que je revienne un petit peu sur la pression, mais c'est aussi lié à la différence genrée qui est présente dans la séduction au Sénégal. J'utilise ces termes-là pour en parler, je ne sais pas si c'est les plus adéquats pour en parler, mais je dis que les femmes ont pour charge de détourner le regard des hommes, mais que les hommes ont pour charge de détourner le corps des femmes. Donc en fait, les stratégies de séduction des femmes, ça va être, déambuler devant un homme, en étant bien apprêté, etc., pour attirer le regard de l'homme, par exemple, hein, quelque chose de très basique. Et de la part des hommes, ça va être le fait d'aller chercher la femme en question, de la retenir par le coude et de l'empêcher de partir, de la retenir à soi. Donc c'est quelque chose de... le fait de contraindre et le non lié avec le consentement, on pourrait en parler, bien sûr, et pas penser de la même manière. On va dire que le but des hommes, c'est de faire fléchir le non des femmes. Leurs stratégies de séduction, elles sont focalisées là-dessus. Donc un non ne s'entend pas, et un non est toujours peut-être une promesse, et ça a été bien étudié par des féministes françaises, hein. Le non a toujours valeur de promesse au final. Après, je parle de dons et de contre-dons aussi, parce qu'au final, les dons des hommes, temporels, etc., ils ont aussi pour effet d'obliger les femmes. Par exemple, j'avais travaillé avec quelques garçons qui étaient étudiants à l'université de Dakar chez Anta Diop, et qui donnaient des cours de soutien à des jeunes filles qui avaient 1 an ou 2 de moins qu'eux. Et du coup, après avoir donné, des dizaines d'heures de soutien à ces filles-là, il leur disait et toi, qu'est-ce que tu vas me donner en échange ? Donc une stratégie de don contre don, c'est pas de la même nature, hein, bien sûr, mais du coup, on va essayer d'obliger les femmes en les mettant en dette.
Comment les hommes ont une initiation, comment ils font leur éducation sexuelle au-delà de leur pratique et on a bien compris aussi de leurs discussions entre amis, d'où leur vient leur initiation sexuelle, comment ils apprennent ce que c'est que le sexe. Je me suis beaucoup intéressé à la question et j'ai fait pas mal de recherches et j'ai eu peu d'informations concrètes. De la part de l'école, ce qui était à peu près évident, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. J'ai entendu des émissions radio qui en parlaient, mais plus en termes d'hygiène. Donc on parle pas de sexualité tout court, mais la sexualité avec un grand S, ça comprend plein de choses. Mais en tout cas, on parlait pas de relations sexuelles. Donc au niveau de l'école, il se passe peu de choses. Au niveau de la religion, qu'il s'agisse de musulmans ou de catholiques, on est pas mal sur des proscriptions. On parle pas mal de sexualité en termes d'interdits. Et du coup, c'est compliqué de savoir ce qui est licite. À part ce qui se fait dans le cadre d'un mariage. Ça, tout le monde sait que c'est licite. Mais au-delà de tout ça, les positions sexuelles utilisées, du coup, est-ce qu'elles sont licites ou pas ? Pour l'islam, par exemple, puisque moi je travaillais qu'avec des hommes musulmans, et du coup, ils n'avaient pas d'informations concrètes. Et c'est des questions qu'on peut pas poser à un imam. On peut pas, c'est trop de pudeur. Et donc du coup, ils en discutent entre eux. Voilà, donc ça va dans tout un tas de théories, donc ce qui montre qu'ils sont aptes aussi à réfléchir et à discuter de ces questions-là, et qu'ils se posent vraiment des questions qu'ils ont envie de savoir. Mais du coup, des fois, ça donnait un peu des discussions sans queue ni tête. Donc, dans un groupe, ils avaient décrété que la meilleure position, c'était celle qui permettait de féconder les femmes, par exemple. La meilleure position pour féconder les femmes. Bon, on pourrait vraiment discuter de ce que ça veut dire, mais en tout cas, pour eux, c'était à peu près clair. Et donc, de la part des hommes, j'ai remarqué que, du coup, il y avait une consommation de pornographie qui était quand même assez forte. Après, j'ai fait mon enquête à un moment où les premiers smartphones sont arrivés, les premières connexions Internet. Alors qu'avant, celui qui avait une vidéo pornographique, il la partageait à tout le monde. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, mine de rien, les initiations sexuelles, en tout cas la consommation de pornographie, a une grande place dans les initiations sexuelles au Sénégal. En tout cas, ils vont vraiment chercher à apprendre. Il y a vraiment cette volonté de savoir. De savoir comment faire. Alors, de savoir comment faire d'une manière générique, ça leur donne des idées en termes de position, de choses un peu, qui peuvent, nourrir leurs fantasmes, bien sûr. Mais aussi savoir comment faire, c'est-à-dire savoir comment être le plus performant possible, selon des standards de performance qu'on retrouve dans le porno, donc assez hétéronormatif, assez sexiste. Du coup, j'ai pu apprendre aussi que il jugeait la réussite d'un acte sexuel en termes d'épuisement du corps des femmes, et pas du tout en termes de plaisir ressenti par les femmes. On parle pas d'orgasme, etc., etc. Ce qui compte, c'est de la fatiguer. Et alors ça, c'est hyper intéressant parce que en termes de vocabulaire mobilisé, que ce soit pour la séduction ou pour les relations sexuelles, on est quand même en face d'un champ lexical que moi j'ai trouvé, donc la violence c'est aussi subjectif, que moi j'ai trouvé très violent. Donc on retrouve des termes un petit peu similaires. En France, on va dire se taper quelqu'un, ils vont dire taper tout court. C'est le terme qui est le plus employé. Mais on est autour d'un champ lexical, autour de la prédation en fait. Il y a aussi tout un entraînement sportif qui symboliquement est nécessaire pour que les hommes soient puissants sexuellement. Un homme qui n'est pas sportif, c'est un homme qui, je dirais pas impuissant, mais en tout cas qui manque de puissance. Voilà, donc à certaines périodes où je savais qu'ils arrêtaient un petit peu le sport pour telle ou telle raison, je savais qu'on mettait en doute leur capacité sexuelle. Voilà, ça c'est entre hommes. Entre hommes. Oui, bien sûr, entre hommes. Et donc c'est parfait, ça fait une super transition avec l'apologie de la virilité qui est un peu au centre aussi de ta thèse. Tu parles d'un idéal type masculin avec des enjeux qui touchent donc sa réputation masculine. On en a beaucoup parlé au niveau de la sexualité. D'abord en se comparant aux femmes, donc tu le disais, surtout avec des capacités physiques, être plus fort qu'une femme, c'est-à-dire avoir une bonne musculature, de la force, de l'énergie, de la résistance physique, mais aussi être en capacité de gérer, c'est-à-dire avoir le pouvoir dans ses relations, notamment de couple, mais aussi entre hommes. On doit faire ses preuves pour pas être exclu du groupe, tu le disais, et tu parles là de masculinité hégémonique. Comment ça se traduit, cette apologie de la virilité, un peu plus largement qu'au niveau sexuel ? Je sais pas, le fait que sur les paquets de chips à destination des enfants, il y a un lutteur sénégalais, donc la lutte sénégalaise, c'est le sport national du Sénégal, c'est des lutteurs qui vont peser plus de 100 kilos, on peut pas faire plus baraqué dans les scènes sportives internationales, quoi, c'est compliqué. Et l'apologie de cette virilité-là, à destination des enfants, elle se fait par des contenus commerciaux, par exemple. Au-delà de la sexualité, donc on le voit dans les contenus de pop culture d'une manière générique, en fait. Et donc oui, pour moi, il y a un idéal type masculin qui émergeait des discussions entre hommes auxquels il cherchait à correspondre. Un idéal qui est peut-être différent de ceux qu'on trouve dans d'autres sphères. C'est toujours compliqué, je trouve, de distinguer la masculinité de la virilité, donc je vais le faire selon leur propre conception. La virilité touche plus au corps,
la masculinité plus à des choses morales. Donc un idéal type masculin peut être atteint par un homme de 60 ans qui est un bon patriarche, qui s'occupe bien de ses enfants, qui est un homme pieux, etc., etc. C'est pas du tout ce que les hommes avec qui j'ai travaillé recherchent. On est vraiment sur l'idée d'être mieux que les autres hommes et d'être considéré comme un homme vrai et un homme qui n'est pas défaillant. Donc ça passe par le fait d'être viril, on va dire d'être puissant sexuellement, basiquement, de pouvoir concrétiser cette puissance-là, c'est-à-dire de ne pas la garder pour soi et de pouvoir l'expérimenter avec des femmes. Ça veut dire aussi le fait donc de ne pas être homosexuel, forcément dans leur logique ça va de pair. Et ça va aussi avec le fait de savoir gérer, le terme que j'emploie souvent, parce qu'il l'emploie, gérer, il l'emploie en français, gérer les petites amies. Gérer les petites amies, c'est être dans une position de supériorité, dans une position hégémonique. Le fait qu'elles peuvent douter d'eux, bien sûr, mais eux doivent avoir le dernier mot. C'est-à-dire qu'ils doivent réussir à imposer leurs décisions. Et que les femmes ne les mettent pas en défaut devant leurs amis. Ça, c'est la plus grande des hontes pour un homme sénégalais. Que leur épouse atteigne à leur honneur de manière publique. Et en fait, lorsque j'analysais tout ça, j'ai commencé à me dire, et j'en suis quand même plutôt convaincu, que ces jeunes-là, ils ont envie d'exceller dans un domaine. Et ça peut se comprendre. Hein. Et il y en a qui réussissent dans les études, il y en a qui réussissent à différents niveaux, dans la pratique de la religion, dans les arts, etc., même dans le sport. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tout focalisé sur cet aspect-là, sur l'aspect de la conquête des femmes, en fait. Et qu'au final, cet espace-là identitaire, qui va nécessairement devoir finir parce qu'on ne peut pas rester un grand dragueur toute sa vie, parce qu'après, il faudra être un homme moral. Cet espace-là, en fait, il vise à ce qu'ils s'apprécient entre hommes. Et c'est une expression que je tire des études de Mélanie Gourarier, qui a travaillé en socio-anthropologie sur un groupe d'hommes qui payent pour apprendre à draguer, en gros. Un mouvement masculiniste particulier qui provient d'Amérique du Nord et qui a cette expression que je trouve formidable qui dit séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et en fait, je reprends cette expression parce qu'à mon avis, il s'agit aussi de ça. Parce que même si je vous ai expliqué qu'ils parlaient tout le temps de femmes dans leurs réunions entre pairs, au final, la majorité de leur temps, ils le passent entre hommes. Et donc je pense que ça se joue aussi là, que cette sphère-là ne vise pas seulement à être considéré comme un homme à femme. C'est pas seulement ça, c'est aussi d'avoir une reconnaissance sociale particulière qui est valorisante et que je comprends. Ça veut pas dire que je l'excuse, hein. Je cherche pas à excuser leurs actes, pas du tout, j'essaie juste de les comprendre et que je comprends d'une certaine mesure parce que ce sont des hommes qui vivent dans des milieux précaires et que c'est un peu le seul espace où ils peuvent exceller, où ils peuvent être fiers de ce qu'ils font. Alors que ça tient aussi au rapport entre les cadets et les aînés. C'est vraiment très compliqué d'être un cadet dans ces zones-là. C'est vraiment compliqué parce qu'on a moins de reconnaissance sociale qu'un autre, on ne peut pas se permettre de faire autant de choses qu'on pourrait le faire en Occident. Il faut tout le temps respecter les aînés. C'est quand même des sphères qui sont contraignantes. Et donc je vois ça comme un espace-temps qui est un peu une forme d'exutoire au final, qui leur permet de mieux supporter leur quotidien. Donc je veux pas avoir une approche misérabiliste en disant que la vie pour eux est super dure. Non, il y a plein d'espaces de rire, il y a plein de moments chouettes dans leur quotidien. Mais mine de rien, la vie, elle reste quand même assez dure. Et contraignante. Elle reste assez dure et il faut demander du soutien aux autres. J'explique aussi leurs conditions monétaires. J'explique que la plupart d'entre eux ne mangent pas le soir. Parce que maintenant il y a une individualisation des repas le soir parce que la plupart des familles au Sénégal ne peuvent plus assurer les 3 repas quotidiens aux membres de leur famille. Donc en particulier les hommes, dès qu'ils vont avoir 15-16 ans, en fait, ils vont devoir se débrouiller le soir tout seuls pour manger. Et la plupart ne mangent pas. On va faire une petite pause dans cet épisode de Béguin Télo en s'écoutant une chanson que tu as choisie qui s'appelle Solution, tu le diras sûrement mieux que moi, Abou Tiobalo. Abou Tiobalo. Voilà, peut-être tu vas en parler 2 minutes avant qu'on lance le morceau. Pareil, cette chanson, je l'aime bien, elle me touche. Et je l'ai découverte lors d'un de mes premiers séjours au Sénégal. J'imagine que vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il dit. Je vous traduis juste un tout petit passage de cette chanson. Allez. Il dit donc: les gars, je suis malade, je suis atteint par la maladie de l'amour, mon cœur va fondre, je n'y comprends rien, que personne ne me juge, que personne ne s'apitoie sur mon sort, et puisque ce qui rend malade a rendu fou plus d'un, je suis à la recherche de solutions, c'est pourquoi je dis ce qui m'arrive. On s'écoute ça tout de suite.
man dama feebar mbëggeel dama daaneel sama xoolee gi mu seey xaw ma ni mu deme nii man de bu ma kenn jugé te bu ma kenn yërëm daal te xam ne li ma feebar ay bari nañu mu dof loo man solution laay wut moo tax ma wax li ma dal billaay wallaay xale bi lee yóbbu na sama xel mi fu sunu bët yi daje samay tànk yi bañ fi gis ku ma mën a faaj lu ma laaj ma joxe waaw waaw laay lay laaw man de li ma santi ba mu yëngal sama yuut yi jaxase sama xel mi bu dañu lee du ma jig fu ne ni dama daje courant haute tension kenn mënu ma dalloo ndax dama survolté waaw waaw booy bëggee wooy li ci mbëggeel dëgg la xaw ma ku ko dee ci weddi waaye feebar na ma wuy mbayooy mbayooy pasara mbay ba ka bëgg ab cubaloo wuy tey leen ci ma ngiru jàmbur bu kenn jugé te bu kenn moom bu doon man Babacar ni may way Basiru Seck mooy sa baay Fatou Seck mooy sa yaay baayu Sëriñ Saaliwu xale bi la xamul ne dama ko noonu ñetti weeru ngi ma di ko yooru mënuma koo wax ni yaa ngi may rey ndax damay tiit ba duma mën a wax sax laay lay la laa wooy Cheikh Wade laay woo dafa am bis may jéggi tournaalu buntu Pikin bu dul woon ak copain bi ma àndaloon car rapide bi daf may rey laay lay la wooy ndeysaan mës na ma fekk may lekk man ginaar ci benn fast food man dama tiit ba ba neex bay keroog sama put bi xaw naa xar ay waayooy mam faat seeda ma ma way lan laay def ba mu xam ko doo giri yéege matuma wax su dee man dong du ko dégg ndax bu ne bii déet moo dee naa Abdourahmane Sarr doomi yaayu Baba Sarr. Vous êtes toujours sur Béguin Télo pour ce deuxième épisode. Je suis en compagnie toujours de Nicolas Fesneau. On s'est arrêté sur la construction des virilités de ces hommes.
Tu parles aussi dans ta thèse de la quête des hommes nouveaux qui veulent être différents, donc les hommes d'aujourd'hui dans le monde contemporain dans lequel on est. Il y a une image du nouveau type sénégalais qui montre l'envie d'être moderne avec le mouvement Y en a marre en 2011 dont tu vas nous parler, fortement influencé a priori par les printemps arabes, où se dégagent de nouveaux imaginaires de la citoyenneté en réaction avec l'afro-pessimisme ambiant et un appel au changement avec des comportements plus responsables et éthiques. Quelle place les hommes souhaitent-ils incarner dans leur société en général et qu'est-ce que tu as pu observer à travers ta thèse à ce sujet ? Alors, je commence en parlant un petit peu d'Y en a marre, qui a permis de faire émerger cet idéal, une autre forme d'idéal là, qui est plus directement viril, en tout cas qui est plus un idéal citoyen. Après ce qu'ils en ont fait est un petit peu différent. Y en a marre apparaît après les printemps arabes, une vague de contestation citoyenne, populaire, contre le gouvernement en place. Ils arrivent en 2012 à mettre l'ancien président dehors, en tout cas à ce qu'il ne reprenne pas les rênes du pouvoir. Voilà, ça a émergé ensuite au Burkina Faso, il y a eu quelques petits espaces de contestation comme ça. En tout cas, donc le mouvement Y en a marre a eu énormément de succès au Sénégal. Il a parlé en particulier à la jeunesse et en particulier aux jeunes hommes, puisque les représentants de ce mouvement étaient incarnés par des rappeurs, par des jeunes rappeurs, donc bien sûr une musique fortement écoutée par les jeunes. Et du coup, c'était un appel à la moralisation de la vie publique, c'était aussi une critique formelle envers les aînés qui étaient au règne du pouvoir depuis trop longtemps, etc. Mais aussi, ça interrogeait la place des jeunes dans cette société, une place qui voulait être différente parce que ce sont les futurs acteurs de la société, etc. Tout un tas de rhétorique qu'on peut tout à fait comprendre. Et une invisibilisation aussi des jeunes de la vie politique, publique, dans une certaine mesure médiatique aussi. Y en a marre parle de leur volonté de créer un nouveau type de Sénégalais. Et donc, dans l'idée du nouveau type de Sénégalais, on reste sur des choses qui sont liées à la vie publique, à la citoyenneté, c'est-à-dire quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui va voter, qui se renseigne, qui débat politique, qui a une place dans la société différente de celle d'avant. Moi, j'ai pu m'intéresser à la réappropriation que les hommes avec qui j'ai travaillé, donc les grands dragueurs en question, faisaient de cette idée de nouveau type de Sénégalais. Et là, on n'était plus seulement confronté à quelque chose autour seulement de valeurs citoyennes, mais on était aussi, ça se déportait dans le cadre familial et conjugal, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, ils ont entendu ça d'une manière comme une forme de critique envers des aînés, notamment des hommes qui auraient été laxistes dans l'éducation de leurs enfants, des hommes qui auraient été laxistes envers leurs femmes. Donc la prise de pouvoir, entre guillemets, des femmes et le fait que les femmes soient tant matérialistes selon leur conception, bien sûr, dans cette société-là, serait dû aux aînés qui n'auraient pas assez bien fait leur travail, en gros. Donc cet appel au niveau type de Sénégalais, en fait, du coup, il va se greffer à l'idéal type viril qu'ils souhaitent incarner. Et donc ils vont le rendre intelligible comme ça, en se disant, c'est à nous, maintenant, de construire un Sénégal nouveau, et ça va passer aussi par ce qu'on va faire avec nos femmes et nos enfants, puisque la possibilité de la polygamie est toujours ouverte, je parle au pluriel aussi. Du coup, par exemple, l'idée de savoir gérer les femmes, d'avoir le dernier mot dans le couple, va revenir encore une fois, et va réacquérir une place qui est vraiment centrale dans leurs prérogatives, dans leur cheminement, ce qui explique aussi, à mon avis, en partie, pourquoi ils vont avoir tendance à vouloir épouser une femme respectable et qu'ils sont en capacité de gérer, je mets encore une fois des guillemets là-dessus, plutôt qu'une femme qui prendrait plus de liberté que celle qu'ils ne voudraient leur accorder. Malgré ce mouvement à la base citoyen, donc comme tu dis, qui se rabat ensuite sur toute la partie intime aussi, et sur leur conception des femmes par principe matérialiste, et responsable aussi de l'éducation des enfants, on n'en a pas encore parlé, mais les femmes sont aussi, tu le dis, dépositaires et garantes des bonnes mœurs de la société. Ce que tu expliques dans ta thèse, c'est comme une crainte forte du flou dans les distinctions de genre, que les hommes et les femmes se mélangent trop, et qu'ils souhaitent quand même maintenir les différences sexuées, et surtout, finalement, leurs privilèges qui en découlent. C'est-à-dire que donner plus de voix aux femmes, c'est aussi enlever du privilège aux hommes. Donc il y a un proverbe wolof qui résume très très bien ce que tu viens de dire. Defar jigan moy defar société, ça veut dire éduquer une fille, c'est éduquer la société. Effectivement, les femmes sont considérées comme les garantes des bonnes mœurs. On dira d'une femme qu'elle a bien travaillé, ça pour signifier qu'elle a bien éduqué ses enfants. C'est intéressant aussi la manière dont ils mobilisent le registre du travail pour parler ce que nous on ne fait pas forcément. On reconnaît le travail éducationnel comme un vrai travail. C'est le même terme qui est employé en wolof, le terme travailler à l'extérieur et le terme travailler avec les enfants, c'est le même terme. Donc ça, c'est quand même à souligner. Donc oui, il y a vraiment
pour eux un gros travail qui se fait, qui va aussi, peut-être pour les hommes avec qui j'ai travaillé, aller vers une forme d'islamisation de la société. En tout cas, de donner accès aux femmes à des structures arabo-musulmanes scolaires, ce qui était moins le cas dans le passé. Et on voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de structures de ce type qui s'ouvrent au Sénégal. Donc tout ça, ça va un petit peu de pair. Donc cette quête des nouveaux hommes modernes, entre guillemets, le nouveau type sénégalais, ça montre quelque chose dans la société, en tout cas à Dakar, que tu as pu observer, avec une sorte de tiraillement entre tradition et modernité. Il y a comme un tri, une sélection entre les valeurs jugées comme négatives ou positives par rapport à l'ordre social. Ce que tu expliques aussi, c'est qu'ils veulent garder une authenticité culturelle tout en s'insérant dans une certaine modernité. Comment ça s'exprime ? En tout cas, oui, il y a cette idée vraiment de cette tension entre tradition et modernité qui correspond bien à cette idée d'idéal type d'homme nouveau, bien sûr. Mais en même temps, l'homme nouveau, c'est là que le registre de la tradition est mobilisé d'une manière particulière. Mais au final, dès qu'on parle de tradition, on fait aussi référence à un passé, en fait, à un passé identifié à partir d'un moment T. On va se dire ça, c'est la bonne tradition qu'il faut garder, c'est le bon modèle, etc., etc. Et il y a aussi énormément de fantasmes par rapport à la tradition et par rapport à l'authenticité supposée africaine, qui va être africaine, mais en même temps pas tant africaine que ça, puisqu'il y a aussi des particularités culturelles liées aux ethnies, à tout un tas de choses qui dépassent l'africanité. Et il y a cette idée donc venue avec la modernité, il y a quand même cette idée de crise de la masculinité qui se sent bien. Donc il y a un discours sur la crise. Ça ne veut pas dire que je fais le constat moi-même de l'existence d'une crise, mais voilà, en tout cas, eux mobilisent ce registre-là pour parler de choses qui auraient potentiellement été perdues et qu'il faudrait retrouver. Donc c'est là que la tension entre tradition et modernité, elle est particulière, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait certains éléments traditionnels, entre guillemets, qu'on devrait perdre, et d'autres qui devraient être préservés et gardés pour réincarner cet homme moderne. Donc à la fois, c'est des hommes contemporains, qui se veulent contemporains, qui veulent être dans le business, qui veulent... Et qui veulent s'éloigner d'une vision tiers-du-mondiste, afro-pessimiste, comme tu disais. Ouais, d'une vision un peu misérabiliste sur l'Afrique. Non, ils ont envie de se présenter comme des acteurs qui sont là pour faire changer les choses. Et ça, on le retrouve aussi énormément dans les discours sur le marketing, sur le management, sur l'investissement, sur le fait d'être entrepreneur. En Afrique, c'est quoi un jeune entrepreneur ? Tout ça, c'est véhiculé par des écoles de commerce, c'est véhiculé par le gouvernement, etc. Cette volonté vraiment d'entreprendre pour bâtir une Afrique nouvelle et donc sortir aussi d'une dépendance vis-à-vis de l'Occident, bien sûr. Il y a aussi, donc dans cette tension tradition-modernité, une modernité qui est visée, mais qui ne doit pas être une modernité occidentale, entre guillemets. Puisque à ce niveau-là, il y a quand même une sélection de choses qu'ils voudraient garder et d'autres qu'ils voudraient un petit peu laisser de côté. Notamment des choses qui moralement leur semblent répréhensibles. Un des clichés, mais qui n'est pas tant un cliché que ça au final sur l'Occident, que j'entends souvent, dans ce que on peut faire en Occident qui peut, eux, les choquer, c'est le fait qu'on ne s'occupe pas de nos vieux, entre guillemets, qu'on les place. Donc la modernité, par exemple, à laquelle ils aspirent, en fait, elle ne comprend pas cette dimension-là. Non, on va devenir moderne, mais on s'occupe tout de même de nos vieux, on reste des Africains. Pour nous, c'est important, les aînés. Voilà, c'est un exemple qui me paraît assez parlant, quoi. Merci beaucoup. C'était super de faire cette petite aparté sur la société actuelle sénégalaise et notamment que tu as pu observer à Dakar. Pour revenir un peu plus sur les relations qu'on a quand même assez bien décrites avec des rapports de domination, avec des rapports de méfiance, avec des rapports un petit peu durs et de violence. C'est le moment de nuancer un peu nos propos et de dire qu'il y a aussi du plaisir, il y a aussi de l'attention à l'autre, il y a aussi des témoignages sincères d'affection lorsque les Dakarois sont en couple avec des personnes qu'ils aiment profondément. Oui. C'est bien de finir sur cette note, parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à quand même un petit peu dénoncer, à mettre en avant des rapports de pouvoir qui préexistent, malgré une société qui évolue en termes de droits aux femmes. Donc c'est quand même important de revenir sur tout ça. À mon avis, il y a une confiance plus grande qui va être, une confiance en tout cas différente, qui va être donnée aux couples maintenant. En tout cas, en milieu urbain. Je parle pas de la ruralité, je parle du Dakar que je connais. Quoi. Oui, on répète que donc ton sujet est vraiment sur quelques quartiers de Dakar précisément, et que ce n'est pas le Sénégal dans son entièreté, bien sûr. Et alors, dans le temps, les gens racontent que la virginité d'une épouse devait être prouvée. Donc, le fameux drap blanc qui était montré en public avec la tache de sang pour attester de la virginité donc de la nouvelle épouse. Là, les hommes que j'ai suivis ne font plus cette pratique et ils ne veulent pas la faire parce qu'il y a aussi eu peut-être des relations avant le mariage. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est que la preuve, elle devait être publique. Elle devait être vraiment publique et du coup, elle devait être constatée par tout le monde. Maintenant, on fait confiance au mari.
c'est le mari qui va appeler suite à la nuit de noces ses beaux-parents, ses nouveaux beaux-parents, et qui leur dit de manière très euphémisée, ça reste très très pudique, qui leur dit « contanna ». Il leur dit « je suis content ». Ça suffit pour attester maintenant de la virginité de la nouvelle épouse. Donc en fait, ça veut dire que ce qui se passe dans le couple, la confiance qu'il va y avoir dans le couple est primordiale par rapport à ça, ce qui n'était pas présent avant. Je trouve ça important de le dire. Je trouve ça important de dire aussi qu'il y a beaucoup plus de communication, qu'il y a plein de bouquins, que ce soit des romans ou des bouquins scientifiques qui traitent du Sénégal et de la relation entre un époux et son épouse. Et qui parlent aussi du fait qu'il y a énormément de pudeur dans cette relation. Il y a une familiarité, mais très pudique. C'est peut-être balèze à comprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc on peut taquiner, par exemple. On va toujours être dans le respect, etc., notamment l'épouse envers son mari. Dans ce que je vois maintenant, il y a énormément de taquinerie. Et je trouve qu'il faut le noter aussi, il y a énormément de mots d'affection qui se disent en public. Ça, c'était inenvisageable avant. Appeler celui avec qui ou celle avec qui on est en couple bébé, par exemple, ou mon chéri ou chéri coco, ou des formules comme ça, c'était impensable avant. En tout cas, les parents des gens avec qui j'ai travaillé ne le font pas. Maintenant, ça se fait. Ça montre aussi que les relations évoluent et que l'affection se dit plus en public. C'est pas pour autant qu'on va se donner la main en public. Ça se fait pas entre hommes et femmes en public. Ça va se faire entre hommes, par contre. Ouais, je trouve ça intéressant de le noter et je trouve que ça fait émerger quand même dans quelle mesure les choses sont doucement amenées à changer, quoi. Ouais, et pour illustrer ce que tu disais, j'avais sélectionné une petite citation d'une des personnes que tu as interrogées, un des jeunes hommes dakarois dont on ne va pas citer le nom, qui disait « On n'entend jamais les vieux dire je t'aime, nous les jeunes, on se dit des mots doux, on est plus ouvert d'esprit. » Donc c'est quand même un changement significatif et ouais. On peut penser que c'est par la parole qu'il y a des sujets qui vont évoluer et des relations entre hommes et femmes qui peuvent évoluer aussi. Je sais pas si c'est une question d'ouverture d'esprit, par contre, parce que c'est vrai qu'il y a aussi d'autres hommes qui me disaient, et des femmes aussi, qui me racontaient dans quelle mesure, en fait, leurs parents n'avaient pas besoin de se dire des mots d'amour, que leur regard suffisait. Il y a aussi cette génération de jeunes qui est admirative, d'une certaine manière, de l'amour qu'ont pu se porter leurs parents quand ils sont ensemble. Sachant que c'est aussi une société où, depuis les années 60, statistiquement, on sait qu'il y a énormément de divorces. Quand ils restent ensemble, il y a souvent le modèle des parents est un petit peu intouchable. Toucher au père ou à la mère, ça reste très difficile. Et l'amour en question, d'une certaine manière, il les inspire aussi. Donc ils vont aussi se référer à ça, à ces amours un petit peu anciens, mais ils ont envie de faire les choses un petit peu différemment, et de plus en plus, ils ont envie d'aller vers un habitat nucléaire, quoi. Ils ont aussi envie de sortir du domicile familial, ce qui est aussi, à mon avis, particulièrement bénéfique pour les futures épouses, parce que c'est elles qui vont, donc c'est de la patrilocalité, donc c'est donc l'épouse qui va habiter chez les parents de son mari, et du coup, elle va habiter avec ses belles-sœurs, avec sa belle-mère, etc., qui vont aussi se servir d'elle comme une employée de maison, parce que c'est la nouvelle arrivante, donc forcément, elle doit démontrer qu'elle est une bonne épouse, qu'elle est une bonne cuisinière, une bonne ménagère, etc. Donc c'est des moments qui peuvent être super durs dans la vie des nouvelles épouses. Et en général, plus une femme avance en âge, plus elle a du pouvoir. Mais aussi à imposer ses décisions, à se faire respecter, et surtout qu'on lui donne plus de tâches domestiques. C'est pas une femme de 60 ans qu'on va dire « fais ça ». Non, par contre, celle qui a 25 ans, on va lui dire. Donc je pense que l'habitat nucléaire va changer énormément de choses aussi. D'emblée, Rihanna comprit ses devoirs d'épouse. Elle n'eut pas besoin d'être conseillée. Elle savait d'où elle sortait et voyait où son mari l'avait amenée. Elle résolut de défendre constamment les intérêts de ce dernier et de lui demeurer toujours fidèle. Très vite, elle fut à la page, car son intelligence était remarquable. Plus remarquable encore, son coup d'œil et sa facilité d'adaptation. Son mari l'avait comblée de faveurs. Elle avait tout ce que les femmes de Dakar pouvaient posséder. Boubou de soie et de gaze, boubou de palmane, camisole ajourée, velours, bijoux et pierreries. Elle avait au moins un échantillon de toutes les nouveautés qui arrivaient. Et pourtant, tout cela ne la grisait pas outre mesure. Elle avait de la vie un sens exact. Était capable de pitié et de commisération. Jamais on ne l'entendit sermonner une bonne à haute voix. Elle avait le don de se faire obéir sans violence. La fermeté de son caractère se révélait jusque dans ses relations avec ses amis et son entourage. Vis-à-vis des hommes, elle se montrait aimable, prévenante, mais jamais vulgaire. Rihanna, il est juste de le dire, était un modèle d'épouse pour un garçon comme Bouna Madio. Un seul malheur assombrissait leur commune joie, ils n'avaient pas d'enfant. Maïmouna, par Abdoulaye Sadji, 1958, édition Présence africaine.
Et donc quand on arrive à l'étape du mariage, au moment de la phase prénuptiale, donc juste avant le mariage, ils parlent plus du tout à leur entourage de leur sexualité. Et c'est dû, a priori, ce que tu expliques, à une sacralisation religieuse. Mais donc ça fait 2 étapes très distinctes au niveau de la sexualité et des relations. On parle beaucoup de sexualité, on parle beaucoup de femmes, et d'un coup on se marie, c'est terminé, ce n'est plus un sujet. C'est pas que c'est plus un sujet, ils peuvent parler de sexualité, en tout cas de leur passif sexuel, de leurs anciennes expériences. C'est juste que parler de la sexualité avec leur épouse, on n'en parle pas, c'est illicite. Et ce serait pas du tout bienvenu. Même peut-être un petit peu avant, hein, dans le stade des fiançailles ou de la concrétisation de l'union qui peut quand même durer quelques mois, c'est pareil, on va plus parler de sexualité, mais on n'a plus besoin de prouver la même chose au père. C'est-à-dire qu'on a déjà été actif sexuellement pendant une dizaine d'années, en gros, parce qu'il y a un allongement de la phase prémaritale et qu'on a pu expérimenter, on a pu montrer et tout et tout. Donc du coup, c'est moins important, le regard des pères va changer, on les attend plus à cet endroit-là. Au contraire, du coup, à mon avis, on passe d'une forme de masculinité un peu juvénile à une masculinité qui est plus mature, d'une certaine manière, et qui passe par l'incarnation d'un autre idéal type, si je réfléchis toujours avec ce modèle-là, d'un idéal type d'un homme qui va être un futur bon mari, un futur bon père de famille, quelqu'un qui est respectable, quelqu'un qui est un modèle pour ses enfants et son entourage. Alors qu'avant, c'est pas vraiment des modèles. En tout cas, c'est pas des modèles sociétaux. C'est des modèles seulement à un petit temps de la jeunesse. Oui, donc c'est ça, c'est le 2e temps finalement qui arrive pour les hommes. Donc ils passent à la 2e étape, l'étape du mariage. C'est un petit peu ça. Les compétences acquises pendant cette période dont on a parlé tout le long de cette émission, en quoi cette étape d'apprentissage est quand même importante pour passer à cette maturité. Je me suis demandé qu'est-ce qui restait de ces compétences-là qui avaient été acquises plus tôt. Je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de savoir cacher, pas forcément d'autres types de relations, sachant qu'il y a des hommes qui vont aussi devenir infidèles, hein, ce ne sera pas la majorité, mais il y a aussi des hommes qui vont vouloir épouser une deuxième épouse. On va revenir sur des trucs autour de la séduction et tout et tout. Ouais, je pense que dans le fait de savoir cacher des choses, de savoir garder secret, dans le fait de savoir gérer les épouses, voilà, c'est aussi une sphère d'apprentissage où on se confronte à plusieurs femmes qui ont des personnalités différentes. Ces expériences-là vont nous servir plus tard pour être un bon patriarche, quoi, un bon homme-cœur, quoi, le chef de la famille. Tu termines ta thèse sur une petite ouverture qui est celle du statut de père. C'est l'étape suivante. Devenir père constitue assurément une étape dans la construction des masculinités, tu dis, et qui confère, elle aussi, aux hommes un gain de respectabilité sociale. C'est un peu la suite logique de mon étude, c'est travailler sur la paternité. Par rapport au constat que j'ai fait, les hommes critiquent la mauvaise éducation des nouvelles générations. Ok, donc suite à ça, je me demande, est-ce qu'ils vont plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, notamment de leurs filles, que ne l'ont fait les générations précédentes. Ça veut pas dire que c'était des pères qui étaient absents, mais c'était peut-être plus délégué aux femmes directement. Et là, j'ai l'impression, mais ça reste des impressions, il faut que je les confirme, que les hommes vont beaucoup plus chercher à maîtriser ce qui est appris à leurs petites filles, une fois qu'elles seront nées, quoi. Merci Nicolas, merci Camille. beaucoup d'avoir accordé tout ce temps à Béguin-Tello. J'espère que cette discussion vous permettra de réfléchir à nos relations entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes, dans le monde. Et, ici ou ailleurs, oui. Ici ou ailleurs, exactement. Merci pour tout ce travail, ce long travail de recherche. De rien, merci de m'avoir invité. Ton travail continue ? Oui, la BD est en cours, donc j'aimerais bien publier ma thèse, bien sûr, dans un format différent, plus court, peut-être un peu plus simple. Donc c'est en chantier, donc je peux pas encore trop en parler, j'ai aucune date de sortie, etc. Mais plein d'envie de continuer en tout cas cette recherche. À très vite pour un prochain épisode de Béguin-Tello.